Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grenier de savoir. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Adam Toudou, professeur au département de production végétale à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur et agronome. Et vous êtes spécialiste en protection des cultures, ressources phytogénétiques et environnement. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, professeur? Bien, merci professeur. Merci pour l'invitation à ce forum. Donc moi, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Adam Toudou. Je suis enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey depuis maintenant 43 ans, 42 ans. Je suis professeur titulaire, agronome de formation. Et donc, je participe à ma façon à la vie de notre faculté. Et vous avez été doyen de la dite faculté? Oui, donc j'ai eu la chance, par la volonté de mes collègues, puisque c'est des postes suivis à élection, d'être élu en 2010 doyen de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et j'ai effectué 2 mandats à la tête de la faculté d'agronomie, un poste avec beaucoup de défis, avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec beaucoup de chance d'avoir des collègues, du personnel administratif et technique et des étudiants qui vous assistent dans la conduite de votre tâche quotidienne. Ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai eu la chance globalement d'avoir effectué 2 mandats relativement sereins et avec des résultats que je trouve tout à fait satisfaisants. Donc je voudrais profiter pour remercier vraiment toute la communauté de notre faculté qui m'avait appuyé, qui m'avait élu à 2 reprises. On peut dire à 100% comme c'est un peu les modèles. Et c'était tout un plaisir pour moi à un moment tout à fait avancé de ma carrière universitaire. Vous avez soutenu une thèse à l'INSA Rennes en France et un doctorat d'État en sciences naturelles à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 1995. Oui. Bien, donc rapidement peut-être j'ai eu la chance d'avoir fréquenté le lycée Issa Korombe, parce qu'il faut commencer par le bac, qui est le premier diplôme universitaire, à une période où il y avait encore l'internat. C'était le lycée national, puis on était là-bas quand ça a été transformé en lycée Issa Korombe. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ce passage, ce séjour au lycée Issa Korombe nous a formés, il a marqué notre jeunesse avec un brassage extraordinaire entre les élèves ressortissants de toutes les régions, de toutes les communautés du Niger. Et c'est là que ce passage au lycée Issa Korombe a forgé notre sens de l'unité nationale, de la communauté nationale. Après le bac, j'ai bénéficié d'une bourse internationale de l'Association des universités africaines, l'AUA, qui m'a permis de fréquenter l'université de Lomé. À l'époque, c'était l'université du Bénin, où nous avons passé ce qu'ils appelaient à l'époque la licence agronomique en 3 ans. C'était 3 ans de formation à Lomé. Mais nous sommes revenus à Niamey, continuer notre maîtrise d'agronomie. Et c'est fort de cette maîtrise d'agronomie que j'ai eu la chance d'être retenu à l'ENSA, l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, en France, et en même temps à l'université de Rennes 1, où j'étais inscrit en DEA. Donc c'est en 79-80 que j'ai pu obtenir ce DEA, qui m'a ouvert la route pour le doctorat du premier cycle. Nous, comme on était ingénieur agronome, le doctorat d'ingénieur, doctorat ingénieur,
Et puis, à l'époque aussi, il y avait la nécessité de faire un doctorat d'État. Et donc, j'ai pu effectuer mon doctorat d'État à cheval entre l'Université Abdou Moumouni de Niamey et encore l'École nationale supérieure agronomique de Rennes. Et j'ai donc défendu ce doctorat à Niamey en 1995. Voilà à peu près ce parcours universitaire. Merci, professeur. Et, dans votre domaine de compétences, vous êtes une autorité scientifique et vous avez mené plusieurs recherches dans le domaine de la protection végétale. Vous pouvez nous parler un peu? Oui, donc par le parcours donc, de base que j'ai fait à l'université de Lomé, j'ai été déjà sensibilisé par mes encadreurs sur les questions de protection des cultures. Parce que là, nous avions aussi l'opportunité de revenir au Niger chaque année pour effectuer des stages. Et donc, j'ai toujours fait mes stages, surtout à Maradi, à l'ENRAN de Maradi, dans le domaine de la protection des cultures. C'est là où j'ai découvert que nous avons beaucoup de défis au niveau de la recherche à résoudre, puisque on perdait énormément en matière de récolte, donc en quantité, mais aussi en qualité des produits récoltés. Il fallait donc contribuer à résorber ces difficultés. Donc toute ma carrière a été essentiellement concentrée sur la protection des cultures, notamment les questions de micro-organismes. En tout cas, au moins pour ma spécialité, donc, personnellement, moi je dis que j'ai deux grands diplômes, deux grands domaines. C'est que je suis ingénieur agronome, qui est un diplôme transversal, et ma spécialité en protection des cultures. C'est vraiment les deux domaines que je peux prétendre assurer disons, mon profil. Le Niger, compte tenu de sa position, est un pays désertique, mais aussi un pays qui fait face au changement climatique. Et donc, quel impact cela pourrait avoir par rapport à la production agricole? Bien, donc d'abord, pour un peu compléter le profil que j'ai, après avoir passé beaucoup de temps dans le domaine de la protection des cultures, je me suis aussi intéressé à la préservation des ressources phytogénétiques, de la diversité biologique. Parce que ça correspond à peu près à la question posée. Nous sommes un pays désertique ou semi-désertique et les péjorations climatiques, la baisse de la pluviométrie a fait disparaître ou un certain nombre d'espèces végétales, ligneuses, ou un certain nombre de variétés au sein des cultures. Vous prenez le mil par exemple, nous dans notre enfance on a connu le mil tardif, le somno ou mewa. Aujourd'hui ce mil n'existe que dans la frange sud du pays. Ça veut dire donc que beaucoup de régions du Niger ont perdu leur diversité végétale. Donc j'ai fait une formation au Nigeria, à Ibadan, sur la protection, la conservation des ressources phytogénétiques, qui consiste à collecter ces différentes variétés que nous avons créé une petite cellule de conservation de ces ressources phytogénétiques à la fac d'agro depuis 1982 et ce matériel est là. Par exemple, nous l'avons prélevé au niveau des producteurs nigériens de toutes les régions du Niger et aujourd'hui, 30 ans après, ou 40 ans après, au niveau de ces producteurs, vous ne retrouverez plus les mêmes variétés de mil ou les mêmes variétés de niébé. Donc cette unité sert à cela. Et ensuite, j'ai aussi élargi mon profil au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la régénération naturelle assistée des ligneux. Vous avez vu qu'avec la déforestation, avec les sécheresses, beaucoup d'espèces ligneuses, beaucoup d'arbres disparaissent et c'est la désertification qui évolue. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'un sursaut est possible pour diminuer la progression de ce phénomène.
par la régénération des ligneux. Et aujourd'hui, dans beaucoup de régions du Niger, où nous avons travaillé, où nous contribuons à ce phénomène, qui consiste à encourager les producteurs, les paysans, à maintenir le maximum d'arbres qu'ils peuvent dans leurs champs. Parce que l'arbre, il embellit, l'arbre, il restaure la fertilité des terres, l'arbre, il offre des services immenses, du bois de chaux, du bois d'œuvre, etc., l'alimentation des animaux et des hommes. Donc, nous avons la possibilité de restaurer en grande partie notre environnement. Et c'est dans ce sens aussi que je m'engage en ce moment à travers de nombreux projets. Donc c'est vraiment des problèmes qui se posent à notre pays, qui se posent à d'autres pays, et la solution consiste à réagir vigoureusement chaque fois que l'on peut pour atténuer le phénomène. Et concrètement sur le terrain, comment est-ce qu'on arrive justement à réagir? C'est à travers les laboratoires, d'analyse dans les laboratoires ou bien des sensibilisations des producteurs? Donc, comme nous sommes de l'université, nous vivons la réalité nationale, nous abordons ce problème à deux niveaux. C'est différents problèmes à deux niveaux. Il y a d'abord les problèmes fondamentaux qu'il faut résoudre, qui consistent à comprendre ce qui se passe. Par exemple, si je prends mon domaine initial qui est la protection des cultures, moi je me suis surtout intéressé à la protection d'une plante comme le niébé, qui est envahie par des parasites microbiologiques et par une plante qu'on appelle le striga. Mais il fallait comprendre ce qui se passe, donc nous avons beaucoup travaillé au laboratoire, fait beaucoup d'expérimentations, au point de mettre en place des systèmes de production qui améliorent la situation, ou le choix variétal, le choix du matériel variétal qui est adapté à la circonstance. Donc personnellement, j'ai fait de nombreuses missions foraines dans les villages du Niger, de Tillabéri à Zender, pour vendre moi-même, promouvoir moi-même de nombreuses variétés de niébé, mises au point par nous-mêmes à la fac d'agro, ou par les chercheurs de l'INRA, ou par les instituts internationaux comme l'ITA d'Ibadan dont je vais parler, pour promouvoir un matériel végétal performant en termes de rendement, en termes de résistance aux différents ennemis, en termes aussi d'acceptation par les producteurs, par les consommateurs. Donc c'est un peu dans ces axes-là que nous travaillons tous les jours. C'est très intéressant, ça, parce que c'est dans un contexte où on parle souvent de famine et de crise alimentaire. C'est très important de recherche qui intervient dans l'amélioration des productions des cultures, les niébés. Et donc là, ça veut dire que ces productions sont aussi attaquées par des maladies saisonnières. C'est le manque à gagner en termes de quantité produite ou en termes de qualité de la production. Naturellement aussi, la qualité de la production veut dire que si nous consommons des produits avariés, comme les légumes, comme certains céréales moisies, évidemment, nous tombons malades par les vomissements, par les diarrhées, par les intoxications. Les intoxications alimentaires sont des phénomènes très importants et il faut y faire face. Et à l'origine se trouvent des micro-organismes qu'on ne voit pas et sur lesquels nous travaillons. Donc c'est à la fois améliorer la quantité de la production, mais aussi améliorer la qualité de cette production. Voilà. Merci beaucoup. Dans vos productions, vous en avez plusieurs articles dans différents domaines. Il y a l'aspect qui concerne l'analyse de la diversité génétique, par exemple de l'oignon. Et ça veut dire que les plants ont une certaine diversité génétique. Absolument. Mais c'est pareil pour l'oignon, tout comme pour le mil, tout comme pour le nez, tout comme toutes les plantes cultivées ou sauvages dans nos domaines qui nous intéressent, les plantes cultivées. Et c'est ça, cette richesse, ce patrimoine génétique, comme on dit, ça qui fait la richesse
dans le domaine. Nous avons des gènes, donc des éléments moléculaires qui caractérisent chaque espèce. Par exemple, le mil, c'est une espèce, le niébé, c'est une espèce. Mais à l'intérieur du niébé, par exemple, il y a des variétés. Des variétés à graines rouges, des variétés à graines blanches, des variétés rampantes, des variétés érigées. Et c'est donc la diversité génétique qui marque donc le patrimoine de la plante ou de l'espèce que vous étudiez. Et les paysans le savent, les producteurs paysans le savent. Et donc c'est cette richesse-là qui cache derrière elle ou la qualité organoleptique pour manger, la consommation, ou la résistance à un environnement nocif, donc les questions d'adaptation, s'adapter ou disparaître, hein, c'est lié aux gènes. Et à travers les différents encadrements de thèses qu'on a eu à faire, parce qu'on ne reste pas dans un domaine figé, nous avons élargi effectivement notre centre d'intérêt vers les cultures comme l'oignon, puisque le Niger est un des premiers producteurs, si ce n'est pas le premier producteur d'oignons en Afrique de l'Ouest, notamment des variétés d'oignons de haute qualité, comme le violet de Galmi, le violet de Gotei, le blanc de Soumarana, le blanc de Skoukoutane, qui sont des marques, qui sont des prototypes typiquement nigériens. Et aujourd'hui, le Niger a la chance d'avoir obtenu, grâce aux travaux d'une de mes étudiantes, mais pas elle seule, Mme Boukari Hapsatou, ce qu'on appelle l'indication géographique et l'inscription du violet de Galmi au niveau de l'OAPI, l'organisation de la propriété intellectuelle, l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est très important. Il y a 4 produits que le Niger a pu inscrire comme ça, avec l'oignon violet de Galmi, le kilichi, je crois la chèvre rousse de Maradi et un autre produit que j'ai oublié. Donc c'est très important. Ça veut dire que si on veut avoir les éléments de base, les gènes de base de cet oignon, il faut venir au Niger pour avoir toute la diversité génétique qui se cache derrière. Puisque on entend dire que dans la sous-région, il y a certains pays qui commencent à cultiver ces espèces. Exactement. Donc c'est d'où l'intérêt de ces inscriptions, ces indications. C'est comme le brevet pour nous les chercheurs. Quand vous avez fait une invention, il faut la fixer par un brevet qui dit que c'est vous seulement qui pouvez revendiquer la paternité de ce matériel. Donc c'est pareil pour les créations variétales du Niger. Il y a un catalogue qui répertorie toutes ces diversités qui est mis à jour régulièrement au niveau du ministère de l'Agriculture. Et pour des produits qui ont une valeur aussi bien alimentaire que marchande, comme le violet de Galmi ou le kilichi, il fallait avoir une appropriation. Et c'est tout un patrimoine du Niger, surtout des producteurs de cette zone de Galmi. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que seules les terres de cette zone sont capables de produire ce violet de Galmi avec son arôme, avec son goût, avec sa capacité de conservation qu'il ne peut pas avoir sur d'autres terres. Donc vous avez beau entendre dire le violet, je ne dis par hasard, de Fadane Gourma ou le violet de Tambacounda au Sénégal, ou quelque chose comme ça, ça ne peut pas être le violet de Tambacounda ou de Fadane Gourma si ce sont des graines issues du violet de Galmi. C'est ça qui fait que y a cette appropriation nationale. Donc c'est en quelque sorte une appellation d'origine contrôlée. Voilà, donc, exactement le terme. Est-ce qu'il y a les moyens de protéger ces producteurs ou les endommager en cas de... Parce que quand même c'est leur production. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est des enjeux d'abord scientifiques, d'honnêteté scientifique, de reconnaissance aussi de l'effort fourni par les producteurs qui ont gardé ce patrimoine depuis peut-être la nuit des temps. Oui. Il ne faudrait pas que ce soit un scientifique de passage qui le prend et qui va dire que c'est pour lui. C'est valable pour les inventions industrielles, c'est valable pour toute autre
maternité. Donc il faut quand même reconnaître la contribution essentielle des zones d'origine, de ces indications d'origine, c'est pour montrer l'effort que les communautés qui sont là depuis très longtemps ont fourni pour conserver. Ce n'est pas pour empêcher que le produit aille ailleurs, mais c'est pour indiquer tout ce savoir-faire qui est concentré dans ce patrimoine maintenu par les communautés, avant les scientifiques que nous sommes. Tout à fait, c'est le savoir endogène. Mais le savoir endogène qui est là et il y a des organismes internationaux qui sont chargés donc, normalement de réglementer ce partage du patrimoine mondial. Et à la base se trouvent les communautés qui ont fourni ces efforts. Oui, il y a également parmi les articles une étude sur les principales maladies des plantes à tubercules et à racines. Oui, donc ça c'est dans le prolongement de mon profil fondamental de base de phytopathologie. Je suis phytopathologiste. Et ça veut dire donc au début sur le niébé, mais on a la mission d'enseigner tout ce qui se passe sur ces cultures du Niger, du Sahel, non pas seulement le niébé. Et donc ça nous amène à aussi élargir la prospection au niveau d'autres plantes. Donc à la demande de l'INRAN, qui avait un programme très important qu'on a appelé le PNRA, le Programme national de recherche agronomique, financé par la Banque mondiale. On m'a sollicité pour aborder cette question d'identification des problèmes parasitaires qui se posent aux plantes à tubercules. Au Niger, c'est le manioc, c'est la patate douce, essentiellement les deux, peut-être de temps en temps la pomme de terre, depuis qu'elle a pris de l'importance dans l'Aïr et dans la région de Bonkoukou, dans la région de Tillabéri. Il y a aussi également le titre des contraintes qui pèsent sur les productions agricoles. Oui, donc là, on a été impliqué également, j'ai été impliqué dans un programme financé par la Suisse et que nous avions conduit avec nos collègues de la faculté de lettres et sciences humaines. Et on a beaucoup étudié dans le Boboï et dans le Zarmaganda sur ces systèmes de production. Et donc, à partir de ces constats que nous avons fait, nous nous sommes dit qu'il fallait un peu travailler sur les systèmes de production agricoles qui sont intimement liés aux communautés aussi. Et souvent, c'est des problèmes très importants. Personnellement, je donne un cours chez nous et dans d'autres universités sur les problématiques de l'agriculture sahélienne. Et donc, un des problèmes, c'est la compréhension même des systèmes de production, c'est-à-dire des stratégies des producteurs qui ne peuvent pas forcément se superposer comme ça mécaniquement aux stratégies des chercheurs. Donc, il va falloir comprendre pourquoi les paysans, par exemple, arrivent à associer sur une même parcelle plusieurs espèces, du mil, du sorgho, du niébé, et non pas faire seulement le mil comme le recommandent les chercheurs. Ils ont leur stratégie, ils ont leurs contraintes, et tant qu'on ne prend pas en compte ces stratégies, on ne pourra pas faire bouger les choses aussi rapidement que l'on veut. Donc il faut comprendre le savoir-faire local. Il faudrait que les implications des résultats de la recherche soient une recherche à la demande des intéressés, à la demande des consommateurs que sont les producteurs. Et non pas, comme on dit, du top-down, c'est-à-dire venir déposer un paquet technologique sans demander l'avis des producteurs. Pourquoi donc j'ai coordonné un programme a été appelé ProLinova, un programme de promotion de l'innovation locale, et qui consiste à prendre en compte vraiment le savoir-faire paysan. Parce que avant le chercheur actuel, les paysans, les producteurs, éleveurs, agriculteurs ont pu faire face à leur façon, avec leurs moyens, à des contraintes pour tenter de s'en sortir. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est partir de là
et ajouter notre savoir scientifique pour améliorer ce qu'ils font, tout en gardant en grande partie la paternité des réflexions, de l'innovation, avec la partageant avec les producteurs. Et souvent, c'est l'échec de ce qu'on appelle la vulgarisation agricole et vient parfois de ce top-down. On dépose un paquet technologique sans demander l'avis du consommateur. Nous voulons renverser la tendance, faire du bottom-up, c'est-à-dire la recherche doit se faire à la demande du producteur, éleveur ou agriculteur, et à ce moment-là, on améliore, on lui apporte ce qu'il veut. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs des produits de recherche parce qu'on n'a pas demandé l'avis, la contribution des agriculteurs. Et maintenant, le vocable, l'essai ou la promotion de l'innovation ou la recherche participative, etc. Donc, vous avez tous ces vocables-là qui méritent d'être quand même encore regardés de très près. Ouais. Oui. C'est vrai que nous sommes dans l'ère de la recherche participative et la recherche responsable et qui implique la population. Absolument. C'est très important, l'implication de la population. C'est très important parce que quand vous avez des résultats de recherche, les grandes questions c'est est-ce que c'est techniquement faisable pour le producteur? Est-ce que c'est durable du point de vue environnemental ou du point de vue économique? Est-ce que le paysan peut entretenir le coût de l'innovation? Donc, c'est des questions importantes. La durabilité, la faisabilité technique et l'acceptation sociale. Est-ce que on a promu des variétés de niébé, par exemple, qui peuvent faire 2 tonnes à l'hectare, 2000 kilos à l'hectare, mais le paysan va préférer sa variété qui fait 500 kilos à l'hectare. Parce que le chercheur qui a mis au point la variété qui fait 2000 kilos à l'hectare n'a pas tenu compte du goût du producteur ou des systèmes de technologie agroalimentaire. Si c'est un niébé à tégument lisse que les femmes mettront toute une journée à cuire, les paysans ne prennent pas. Nos variétés locales qui ont des téguments ridés, vous les mettez dans l'eau chaude, en 30 minutes, vous pouvez les manger. Donc, c'est prendre en compte ces questions-là d'utilisation du produit de la recherche par les consommateurs, de leur acceptabilité, sinon on va à l'échec. Ce n'est pas que de la productivité, il y a aussi le goût du consommateur. Est-ce que les résultats de la recherche sont pris en compte dans les politiques nationales en matière d'autosuffisance alimentaire? Je pense qu'il y a eu des avancées très importantes, mais les différents programmes de politique aussi bien nationale ou de politique régionale ont défini des axes qui vont dans ce sens-là. Que la recherche doit être une recherche finalisée, mais une recherche, disons, absorbable par les destinataires, par les consommateurs, et non pas une recherche pour une recherche. Je pense que quand on lit les différents programmes, aujourd'hui on parle des 3N, mais avant il y a eu la stratégie de développement rural, il y a eu beaucoup d'autres stratégies. Il y a toujours une préoccupation de faisabilité des actions de recherche. Il y a toujours ces préoccupations. Donc, mais une chose est de l'inscrire en tant que volonté ou en tant que vœu, l'autre chose est de le concrétiser par une volonté politique très importante. La volonté politique, c'est un choix clair. Il faut mettre autant que possible les moyens qu'il faut pour aboutir à un programme. Donc c'est souvent sur ça qu'il faut encore renforcer les orientations de la part des décideurs, que la recherche coûte cher et il faut mettre le moyen qu'il faut pour y aboutir. Et donc, je pense que c'est surtout
sur le terrain, la concrétisation des résultats de ces recherches sur le terrain, c'est ça qui pose parfois problème pour arriver à... Il faut, moi, je pense que pour avoir beaucoup circulé à travers le pays, il y a beaucoup de résultats de recherche qui ont été acceptés par les producteurs, parfois sous contrainte des changements climatiques, par exemple, ou parfois sous contrainte de transformation agraire de la région. Je prends l'exemple de la région de Maradi, où nous estimons qu'on a atteint un niveau de saturation foncière. C'est-à-dire il y a plus d'espace libre. Donc on est en train de morceler les anciens patrimoines fonciers d'une concession, d'une grande famille. On a atteint la saturation foncière. Et cette saturation foncière fait que de plus en plus les lopins de terre cultivés sont petits au niveau des ménages. Et cela amène à imposer une certaine intensification. Puisque vous ne pouvez plus étendre votre patrimoine foncier, vous êtes obligé de vous concentrer sur le peu que vous avez et de rechercher une production suffisante. Donc il y a un fort effort d'absorption des technologies, ce qu'on appelle le paquet technologique dans la région de Maradi, mais pas seulement dans la région de Maradi, un peu partout, pas par tout le monde, mais par certains groupes de producteurs qui peuvent le faire et qui ont compris. Et ça, je pense, c'est une tendance intéressante. Souvent, certaines contraintes amènent à l'innovation pour sortir de là. Et cette innovation peut être l'acceptation des paquets technologiques, où c'est des variétés améliorées, où c'est un système d'arrangement des cultures qui est plus performant, où c'est un système de conservation plus performant, où c'est des systèmes de lutte contre les différents ennemis qui sont performants. Les contraintes amènent souvent à l'adaptation. Et ce qui compte pour les communautés, c'est la capacité d'adaptation. La résilience. Oui, la résilience, voilà le mot qu'il faut. C'est le vocable du jour, la résilience des communautés ou des systèmes de production. Merci, professeur. Ouais. Là aussi, il y a un terme qu'on commence à utiliser. Tout récemment, on a entendu lors d'un sommet africain, on parle de souveraineté alimentaire. Oui. Souveraineté alimentaire. Et dans cette souveraineté alimentaire, et quand on regarde aussi très concrètement, on voit aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la pression foncière sur la production ou bien sur l'agriculture familiale. Vraiment, c'est des termes très en vogue qui glissent un peu d'un moment à un autre. On est parti de l'autosuffisance alimentaire qu'on a souvent chanté. Si on prend le mot à mot autosuffisance, c'est se suffire. Autosuffisance, bon, il faut le voir à plusieurs niveaux. Est-ce que vous parlez d'autosuffisance au niveau d'un ménage agricole ou bien de l'autosuffisance d'un pays? Parce que si c'est au niveau d'un pays, c'est peut-être, vous allez essayer de faire un équilibre entre ceux qui sont excédentaires et ceux qui sont déficitaires pour pouvoir dire que par vous-même, vous pouvez satisfaire les besoins alimentaires du pays. Le mot autosuffisance, c'était ça. Or, nous constatons que, surtout sur le coup des nombreuses années de sécheresse et de dégradation des terres aussi que nous vivons, et une autre dimension, c'est la croissance démographique très forte. Il est difficile de nourrir par nous-mêmes, par la production nationale, les Nigériens. Parce que la croissance agricole moyenne, c'est 2%, 2,5% en fonction des régions, alors que la croissance démographique, c'est 2 à 4% selon les régions, on va dire une moyenne de 3% au niveau national. Donc tant que la croissance démographique est plus forte que la croissance agricole, de la production agricole, on se dit que les besoins nationaux ont du mal à être satisfaits par cette production nationale. Donc la question d'autosuffisance alimentaire a été mise de côté au profit de la sécurité alimentaire, qui a une dimension plutôt de la capacité ou du ménage
ou du pays à ajouter à sa production nationale une capacité d'achat propre pour faire la définition de la sécurité alimentaire, à savoir donc la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation. Donc l'usage, plus la quatrième dimension, c'est dans la durée. Il ne faudrait pas qu'on ait des excédents seulement pour une année et que 5 autres années on a des déficits. Non. La sécurité alimentaire, c'est la disponibilité, c'est-à-dire la quantité produite nationale, au niveau national, la quantité que nous pouvons acheter nous-mêmes pour satisfaire les besoins des Nigériens, la disponibilité et l'accessibilité. Donc non seulement on a pu acheter, mais où se trouve, est-ce qu'on peut acheter? Il y a du riz partout sur le marché, mais il y en a les ménages qui ne peuvent pas acheter ce riz. Donc, si la disponibilité est la présence de l'aliment, mais l'accessibilité, est-ce que je peux acheter? Ou si l'aliment se trouve à 1000 km à Difa, est-ce que je peux aller acheter même si j'ai de l'argent? Donc, c'est ça l'accessibilité. Et la troisième dimension, c'est l'utilisation ou l'usage que l'on fait. La sécurité alimentaire, c'est lorsque chaque membre du ménage, enfant et adulte, mange à sa faim tout le temps et une alimentation équilibrée. Donc un équilibre, satisfaire les quantités, par exemple on dit 3 repas, mais avec la diversité. Des 3 repas avec des desserts, avec des fruits, avec des légumes, avec la viande, les différentes sources d'éléments essentiels à l'organisme pour que tout le monde ait une croissance équilibrée, satisfaisante dans son vie. Ça, donc, l'utilisation, il ne faudrait pas que ce soit seulement les personnes adultes qui mangent à leur faim et les enfants ne sont pas nourris ou inversement. Il faudrait que chaque membre du ménage, et donc par extension chaque membre du pays, puisse manger à sa faim. Ça, c'est lorsque ces 3 conditions de disponibilité, d'accessibilité et d'utilisation juste et équitable de chacun sont satisfaites qu'on parle de sécurité alimentaire. Une sécurité alimentaire renforcée dans la durée. Il ne faut pas que ce soit aujourd'hui seulement, mais c'est tous les jours. Donc c'est ça tous les défis. Et donc maintenant, on va vers les questions de souveraineté alimentaire, etc. Donc, où on entre dans le choix des communautés aussi. Se décide de manger seulement les légumes ou de manger seulement le poisson, c'est mon choix. Et donc, les questions foncières aussi qui se posent, etc. etc. Donc, les concepts changent toujours en fonction de la précision que l'on veut apporter à ces différents domaines. Voilà. C'est vrai qu'il y a des habitudes alimentaires suivant les communautés. Oui. Par rapport à cette question de souveraineté alimentaire, c'est vrai que au Niger, il y a la production, il y a l'accessibilité. On parle aussi de la conservation. Tout récemment, on parle de l'industrie agroalimentaire, de la transformation. Absolument. Je pense que dans le domaine, l'idéal pour tout pays, en termes de production agricole, c'est de produire suffisamment pour ce qu'on appelle l'autoconsommation, mais de ne pas en rester là. Il faut produire un surplus agricole. Donc, l'agriculture, le développement de l'agriculture n'est pas que l'autoconsommation, que satisfaire les besoins de chacun pour les 12 mois, c'est l'idéal, mais ce qui fera le moteur de l'agriculture, c'est le surplus. Et ce surplus doit être transformé pour investir dans l'agriculture. Il faut vendre ça, il faut le transformer pour réinvestir dans l'agriculture. Mais si votre effort reste seulement au niveau de la satisfaction des besoins, c'est bien. Merci, professeur. Et donc, vous avez été aussi membre de plusieurs réseaux et sociétés savantes. Et donc, vous pouvez nous en parler un peu? Les réseaux. Les réseaux, les sociétés savantes. Oui. Bien.
Bien, donc, effectivement, j'ai eu la chance de participer à de nombreux réseaux autour des thématiques dont on a discuté tout à l'heure, à savoir les problèmes posés à nos grandes cultures. Le tout premier réseau dans lequel j'ai participé, c'est un réseau de programmes de recherche sur les ennemis du Niébé, globalement sur la culture du Niébé, qui était un réseau lié à l'Institut international d'agriculture tropicale d'Ibadan. Et j'étais le coordonnateur au niveau national de ce programme qu'on a appelé PEDUN, donc c'est Projet de protection durable du Niébé, PEDUN, qui a été transformé en PRONAF, c'est-à-dire Programme Niébé pour l'Afrique, avec l'arrivée d'autres pays membres, y compris les pays d'Afrique de l'Est. Donc j'ai participé pendant longtemps à ces travaux de recherche et c'est surtout à partir de ces réseaux que nous avons pu promouvoir, diffuser à travers le pays de nombreuses variétés de niébé, venant d'ailleurs, notamment du Nigeria et du Burkina, et inversement, les variétés produites au Niger ont pu être introduites et acceptées au Nigeria et au Burkina. Donc, après cela, il y a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, un travail important qui continue en ce moment sur la restauration du couvert végétal au Niger. En anglais, on dit c'est le regreening, le reverdissement. Et je coordonne en ce moment un programme financé par la coopération hollandaise et des ONG hollandaises, ou on dit maintenant néerlandaises, sur la régénération naturelle assistée des ligneux. Donc, contribuer au retour des végétaux dans les champs, puisque de plus en plus la brousse disparaît, les espaces communautaires disparaissent au profit des champs. Et c'est maintenant dans les champs que l'arbre a son refuge. Donc nous menons ce travail en relation avec les services techniques du ministère de l'Environnement. Et l'un des points forts, c'est la construction de plateformes locales, de gestion locale de ces ressources, à travers ce que nous appelons les comités villageois, qui prennent la responsabilité de protéger eux-mêmes, de sensibiliser eux-mêmes les populations sur le maintien des ligneux dans les champs. Et le maintien ou un bon processus d'exploitation rationnelle de ces ligneux jusqu'à accès au marché. Quand vous produisez suffisamment de bois, c'est votre bois, vous avez la possibilité de le vendre. La seule condition, c'est la façon de faire les prélèvements qui ne soient pas des prélèvements destructeurs. Et aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans, je crois, le gouvernement a pris un décret spécifique à la régénération naturelle assistée au Niger. Un décret qui fait mon exemple dans les autres pays qui veulent aussi avoir ce décret, qui fait la promotion de la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire qui fait du paysan qui a protégé ces arbres dans son champ le propriétaire de ces arbres. Et c'est comme si vous cultivez votre maïs dans votre champ, quelqu'un ne peut pas venir. Donc nous voulons promouvoir cet esprit qu'un arbre maintenu volontairement par un paysan dans son champ est la propriété de ce paysan. Et même si c'est sa propriété aussi, il n'a pas le droit aujourd'hui de prendre sa hache et de décimer tout parce qu'on a dit que c'est ces ligneux. Il y a des modèles de prélèvement qui permettent de garder l'arbre pour qu'il continue à fournir ces services que nous appelons les services écosystémiques, l'ombrage, le fruit que l'on mange, le bois de chauffe, le bois d'œuvre, l'alimentation des animaux, la restauration de la fertilité des terres, etc. C'est à ce prix-là que nous pouvons contribuer à limiter l'avancée de la désertification et de la dégradation de nos terres. C'est une affaire de nous les communautés,
qui sommes exposés à ces menaces. Merci, professeur. Vous avez été aussi secrétaire général de la Société africaine de phytopathologie. Voilà, donc c'est un autre domaine. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un vide en Afrique. Et ce vide, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, c'est que les phytopathologistes sont un peu isolés dans leur pays et ça ne permet pas la promotion de la discipline. Ça ne permet pas aussi la création d'un cadre pertinent de diffusion de nos produits de recherche. Donc nous avons créé cette société savante à Ouagadougou et j'étais donc le secrétaire général jusqu'à il y a 2 ans de cette société savante qui s'est installée maintenant en Afrique. Donc c'est tous les pays africains anglophones, francophones ou lusophones peuvent être membres. Il y en a qui sont membres et qui essaient donc de faire la promotion de notre discipline. Donc en ce moment, nous réfléchissons à la mise en place d'un organe de presse, donc une sorte de bulletin de production d'articles spécifiques à cette discipline. C'est quelque chose, à mon avis, qui est très important. Et c'est de là qu'est né aussi les échanges d'étudiants, les échanges de professeurs dans nos universités, dans l'encadrement de nos étudiants, parce qu'on se connaît, parce qu'on veut aller de l'avant dans ce domaine-là. Merci, professeur. Merci. Vous avez été aussi directeur et co-directeur de plusieurs thèses. Oui, donc ça c'est notre métier en tant qu'enseignant ou enseignant-chercheur. La recherche se déploie soit en tant que chercheur isolé ou personnel, mais aussi à partir d'un certain niveau de rang magistral, former de la relève, former des ressources humaines. Donc déjà par notre rôle d'enseignant-chercheur, nous avons contribué à former de nombreuses ressources humaines dans le domaine du développement rural. Et si je me promène au Niger, de Tillabéri à Difa, de Gaïa à Agadez, partout, je rencontre des gens que j'ai formés, que je ne reconnais plus parfois, parce que c'est des décennies d'efforts de formation des ressources humaines. Et en tant que professeur de rang magistral, notre mission pour notre propre carrière, mais aussi pour le renforcement des capacités humaines, c'est d'encadrer des jeunes chercheurs. Et donc, dans ce domaine, j'ai eu la chance de m'impliquer dans l'encadrement d'une douzaine de thèses qui ont abouti à d'autres 5 à peu près thèses encore en cours, aussi bien au Niger qu'au Burkina, qu'en France et en Belgique. Et aussi notre implication dans l'évaluation de ces travaux de type thèse dans une quarantaine de jurys de thèse dont j'ai présidé pas moins de la moitié. Donc c'est un peu, si on peut dire, notre mission quotidienne de contribuer à l'encadrement de ces jeunes chercheurs. Et c'est à l'occasion de ces encadrements que on se rend compte qu'on peut élargir aussi son horizon au-delà de sa discipline pointue pour élargir sur d'autres secteurs. Pour nous, du développement rural, c'est comme ça que nous avons évolué. Et c'était aussi l'opportunité de produire des articles, de montrer ce qu'on fait, les diffuser dans les revues internationales, conformément aux indications d'ailleurs de notre organe commun de promotion des chercheurs qu'est le CAMES. Voilà. Le CAMES, que vous étiez aussi membre du CAMES. Oui, donc toujours par chance aussi, j'ai contribué pendant 7 ans en tant que membre du comité technique spécialisé en sciences naturelles et agronomie du CAMES. Et donc nous avons été évaluateurs pendant 7 ans de nombreux dossiers de tous les pays membres du CAMES, et c'était vraiment un plaisir de pouvoir évaluer, faire avancer les jeunes chercheurs
de l'espace CAMES. Et c'est aussi une occasion de découverte, d'élargissement de nos réseaux de partenariat avec d'autres CTS comme le vôtre en sciences humaines ou bien en sciences économiques ou en mathématiques. C'est vraiment une expérience mémorable. On a laissé la main comme c'est prévu, parce que là aussi c'est des mandats qu'il faut faire et donner la place à d'autres. Tout à fait. Merci beaucoup. Et pour justement ces jeunes en termes de perspective, quelle perspective pour ces jeunes qui se lancent dans la carrière de chercheur et aussi les questions de partenariat, aussi d'ouverture. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes? Moi, je pense que le champ est très vaste pour que les jeunes s'engagent dans la recherche. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour aborder tous les problèmes de la société nigérienne ou africaine, dans tous les domaines. Et tout reste, on peut dire presque tout reste à faire. Je vais prendre dans notre domaine. Si vous regardez la recherche agronomique sur les principales cultures, vous pouvez trouver qu'il y a un seul économiste ou deux sur le 1000, un seul spécialiste de la protection du niébé ou deux, un seul sélectionneur, quand dans les pays où la recherche a été suffisamment encouragée, vous pouvez avoir des centaines de personnes autour d'une seule plante ou d'un seul secteur, d'une seule plante. Donc tout reste à faire. Et le terrain est vaste. Donc je pense que on peut encourager les jeunes à embrasser la carrière de chercheur. Je pense que le système d'enseignement actuel des universités y est favorable, le système LMD, puisqu'il visualise même la possibilité d'aller jusqu'au doctorat, c'est-à-dire de faire des recherches. Et je crois en la contribution de la recherche dans le progrès économique et social de notre pays. Je crois aussi à la capacité des ressources humaines que nous formons à être autonomes, à ne pas être figés sur l'octroi d'emploi forcément par l'État, c'est bien, mais on doit avoir aussi un esprit créateur, d'entrepreneur, d'utiliser ses propres recherches pour soi-même ou pour les vendre autrement. Ça permet d'accéder à beaucoup d'autres réseaux par soi-même, à beaucoup d'autres structures nationales et internationales. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Il faut y croire. C'est pourquoi je pense qu'il faut encore encourager les jeunes à s'engager. Évidemment, on entend aussi que l'État doit pouvoir encourager cela, canaliser cela vers quelque chose de plus immédiatement utile pour notre société. Moi, j'y crois. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le professeur Adam Toudou, enseignant-chercheur au département de production végétale à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au prochain entretien dans les greniers des savoirs. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci pour votre accueil. Merci.